Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info, installez-vous confortablement pour découvrir cette édition de milieu de semaine. Monaco est encore dans la course pour le top 8 d'Euroleague en basket après sa victoire à domicile sur le fil face à Kazan, 79-76. Nous reviendrons sur cette rencontre. L'ancien membre du cabinet princier, Anne-Marie Boisbouvier, est depuis quelques semaines le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et délégué permanent auprès de l'UNESCO. Quelle est l'importance pour Monaco de faire partie de cette organisation? Quels sont les dossiers gérés par la principauté à travers le monde, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la science ou de la culture? Anne-Marie Boisbouvier sera notre invitée et répondra à toutes ces questions et plus encore. Il est ambassadeur de bonne volonté à l'UNESCO, mais ce n'est pas pour cela que nous le recevrons. Le spationaute Patrick Baudry est aussi le parrain de l'association Monaco This is Power. Il nous expliquera à l'occasion de sa visite pourquoi il soutient cette association qui vient en aide, entre autres, aux enfants atteints de handicaps mentaux. Nous vous proposerons également dans cette édition deux autres reportages, l'un concernant les restaurants autres que les fast-foods qui se mettent à leur tour à la livraison à domicile. Et enfin, nous rentrerons dans l'univers du monde de la danse avec l'Académie Princesse Grace qui forme depuis des années de grands danseurs. On débute ce journal avec du basket. Monaco jouait hier au soir un match européen crucial face à l'unique Kazan. Et une fois de plus, c'est la Roca Team qui repart avec la victoire à l'issue d'un scénario dingue. Yannick Debeuvert et Thomas Deus ont assisté à la rencontre. Inconstante, imprévisible, irrationnelle, cette Roca Team aime vraiment jouer avec les émotions de ses supporters. Face à Kazan, adversaire direct dans la course au play-off, Monaco a d'abord largement dominé les Russes avant de se faire rattraper en toute fin de rencontre. Le début de match est d'un très haut niveau, l'intensité est exceptionnelle et ce sont les Monégasques qui prennent rapidement l'avantage. Mike James est partout, à la défense, à la passe comme à la finition. Oh, ça va être juste. Ouais, il a réussi à trouver la planche. Les Monégasques jouent juste dans cette première période où seule la réussite à 3 points les fuit. En face, Mario Hezonja, 20 points, 8 rebonds, maintient son équipe. Le deuxième quart-temps confirme l'entame de match. Monaco déroule et augmente son avance. Les actions spectaculaires pleuvent de tous les côtés. Alpha Diallo, Dante Hall et Mike James s'amusent. Kazan est dépassé par le niveau de la Roca Team et à la mi-temps, les Monégasques comptent 8 points d'avance, 44-36. Au retour des vestiaires, Monaco va porter son avance à 13 points grâce à un 7-2. Mais Kazan ne se désunit pas et va rattraper la Roca Team petit à petit grâce notamment à un excellent John Brown qui apporte beaucoup d'énergie à son équipe. Sur ce 3 points d'Hezonja à la fin du troisième quart, Kazan revient sur les talons des Monégasques qui ne comptent plus que 6 points d'avance à l'entame des 10 dernières minutes. Plus 15, Monaco va compter jusqu'à 15 points d'avance à 6 minutes de la fin du match. Et puis, panne d'électricité à Gaston Médecin, la Roca Team perd toute son énergie. Kazan et surtout O.J. Mayo, 15 points dans le match et 9 dans cette période, enchaînent les paniers pendant que les Roca Boys ne trouvent plus leur adresse. C'est ce même O.J. Mayo qui trouvera dans le corner le moyen d'égaliser. 2-15, l'Unix revient à égalité à 25 secondes de la fin, alors que Monaco a mené toute la rencontre. Le scénario de Kaunas semble se répéter. Obradovic prend un ultime temps mort. Mike James, vont-ils enfin réussir à gagner un match au buzzer, ce qui n'a pas été fait contre le Žalgiris Kaunas et contre le Real Madrid? Et là, cette fois, ça passe! Et là, cette fois, ça passe! Mike James dans le corner à 3 points! Et la balle perdue! Et la balle perdue! Ça y est, enfin! Same playing like last time, but now get in. Énorme erreur de la défense russe qui laisse la porte ouverte au shoot signature de Mike James. Ce sidestep dans le corner à 3 points est victorieux. James, 25 points, 7 passes, a été monstrueux pour une Roca Team toujours en vie dans la course au play-off. I think we play most of the game. We play good defense, and in offense we've been solid. At the end, we lose like 10 points, and because Unix is a great team, they're playing great basketball all season. We knew it's gonna be a tough game, but at the end, Mike hit the game-winning shot. It was his shot, so I knew it's going in. So, like, it's very important win, but we gotta forget this because on Friday we have another one. So that's one more important game. So we gotta prepare for that. Et la prochaine échéance pour la Roca Team s'appelle Fenerbahçe.
Monaco doit gagner tous ses matchs à domicile pour rester jusqu'au bout dans la course au top 8. Coup d'envoi vendredi 20h à Gaston Médecin. Rencontre à suivre dans les gradins ou sur Monaco Info. Ce sera comme d'habitude en direct et commenté par David Cosette et Ali Traoré. Ancien membre du cabinet princier, Anne-Marie Boisbouvier est depuis quelques semaines le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et délégué permanent auprès de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Quelle est l'importance pour Monaco de faire partie de cette organisation ? Quels sont les dossiers gérés par la principauté à travers le monde, que ce soit donc dans le domaine de l'éducation, de la science ou de la culture? Anne-Marie Boisbouvier est notre invitée. Anne-Marie Boisbouvier, bonsoir. Bonsoir Fabien, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Monaco est un des 193 États membres de l'UNESCO depuis 1949. Quelle est l'importance pour Monaco de faire partie de l'UNESCO? Alors c'est une organisation effectivement créée après la Seconde Guerre mondiale. Elle faisait suite à déjà son ancêtre qui était créé dans les années 20. Et surtout, elle est axée sur 3 thèmes très importants pour la principauté, qui sont l'éducation, la science, les sciences et la culture. Et vous venez d'être nommé donc ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire et délégué permanent auprès de l'UNESCO. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors déjà un grand honneur, mais également un bonheur de pouvoir travailler les domaines en question, parce que c'est vraiment l'ADN de Monaco. Donc les sujets qui sont à traiter sont plus un plaisir non dissimulé pour moi. Et quelles seront justement vos missions, vos priorités? Alors, l'année 2022 est une année donc, de commémoration, comme vous le savez. C'est le centenaire du prince Albert Ier. C'est une année qui a été en plus labellisée par l'UNESCO. Donc, elle aura cette caisse de résonance au niveau des États membres de l'UNESCO. Tous les événements qui seront commémorés tout au long de l'année auront donc cette possibilité. Et c'est aussi un moment d'importance parce que nous inscrivons en 2022 dans cette décennie des sciences océaniques décidée par les Nations Unies, donc 2021-2030, pour lequel, comme vous le savez, le prince Albert Ier était vraiment le prince savant dans le domaine océanographique. Et vous soutenez aussi des femmes au Burundi, vous intervenez à Mossoul, à Beyrouth. Quels sont vos champs d'action ? Alors effectivement, la principauté a un partenariat avec l'UNESCO en contribution volontaire, financière, mais également de mise en œuvre de collaboration. Et la principauté a plusieurs axes, notamment effectivement l'éducation, pour lequel on soutient un projet au Burundi pour l'accès à l'éducation pour les jeunes filles et les filles dans ce pays. C'est un programme qui est déjà bien avancé, on est dans la 2e partie. Pour tout ce qui est culture, comme vous l'avez mentionné, Monaco s'est inscrit dans une action de préservation du patrimoine ou de remise en état de celui-ci, plus particulièrement effectivement à Mossoul ou au Liban. On a une image des fois de ces organisations c'est un peu nébuleux. Comment est-ce que ça fonctionne? En fait, une organisation internationale, il faut savoir que c'est un agrégat de pays qui sont membres de cette structure, et à ce titre, c'est eux qui décident des orientations qu'ils veulent voir mises en œuvre. Donc à ce titre, ils se réunissent pour pouvoir justement trouver des programmes, des actions, des mises en œuvre, des conventions, etc. Et chaque pays, quand effectivement au niveau national s'est engagé pour pouvoir justement avancer dans un domaine, doit développer des politiques au niveau du pays. Donc c'est un travail, j'allais dire, permanent entre l'organisation, puisque le représentant d'un pays est sur place, fait remonter l'information pour que les politiques puissent être développées dans ce sens-là, à partir du moment où le pays s'est engagé dans le domaine en question. Est-ce que les pays, justement, respectent leur engagement, leurs promesses, ou ce sont parfois des promesses de Gascon ? Dans l'éducation, la science et la culture, ça dépend évidemment de chaque pays, parce que chaque pays peut avoir une évolution différente, un développement différent, et à ce titre, chacun doit le travailler, j'allais dire, au niveau des politiques nationales, au niveau de sa capacité à agir sur ces domaines-là. Donc c'est vrai que pour Monaco, on est un pays privilégié en la matière,
et ce sont des sujets qui se développent très très bien. Pour finir, dans votre actualité, il va y avoir un rendez-vous théâtral. Alors oui, j'ai eu le plaisir de voir que M. Alain Pastor avait sa pièce de théâtre « Le rêve de Mercier » qui était en représentation à Paris de janvier à fin mars. Et à ce titre, j'aurai le plaisir de pouvoir accueillir et inviter des ambassadeurs de l'UNESCO le 24 mars prochain. Et à l'issue de cette représentation, ils auront un petit moment de débat avec l'auteur. Donc M. Alain Pastor nous a fait le grand plaisir d'être présent et on aura l'occasion de pouvoir échanger avec lui sur un sujet aussi bien d'éducation, j'allais dire, de culture, mais aussi d'histoire, puisque ça s'inscrit dans l'histoire, la période de la Révolution française. Absolument. Anne-Marie Boisbouvier, merci. Merci infiniment. L'actualité en bref, c'est avec vous Vanessa Dessy. Aleksandar Vučić, président de la République de Serbie, on en a déjà parlé, était hier en visite officielle en Principauté. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Après une rencontre bilatérale avec le souverain et à l'issue de la signature d'un accord cadre de coopération entre les deux pays, dans la soirée, les deux hommes ont assisté à la représentation de Werther, drame lyrique du compositeur Jules Massenet, un chef-d'œuvre qui deviendra l'une des 4 opéras françaises du 19e siècle les plus célèbres. 2 conférences seront organisées par l'association monégasque ibéro-américaine à la Maison diocésaine. Natalia Denis-Pelletier animera ces 2 conférences. Tout d'abord, le 26 février à 17h30, les 4 secrets pour avoir des enfants heureux. La psychologue mettra en place un accompagnement personnalisé pour aider les parents à appréhender les bonnes techniques afin d'instaurer une autocompréhension chez les enfants. Et enfin, le 4 mars, comment éduquer un enfant bilingue sera au cœur des discussions. Natalia Denis-Pelletier aidera à comprendre comment fonctionne le bilinguisme, comment le transformer en une expérience enrichissante pour parents et enfants, une conférence donnée en espagnol. Vous faites bien de le préciser. La Jeune Chambre économique de Monaco propose son premier cycle de formation en ligne. Oui, et ce cycle de formation de création d'entreprise intitulé « Mener son activité en Principauté » aura lieu mercredi 2 mars. Le Welcome Office est le point d'entrée de toute personne qui souhaite s'installer à Monaco à titre privé ou professionnel. Il propose à chacun un accompagnement sur mesure. À cette occasion, Nathalie Ghettolini répondra à toutes les questions concernant ces démarches. Et nous terminons avec une note festive chez les tout-petits. Dans un grand moment de convivialité et d'amusement, les établissements de la Principauté ont fêté le carnaval comme chaque année. C'est dans la cour de l'école que les tout-petits ont dansé, joué et défilé. Des étoiles plein les yeux, les enfants auront certainement de belles choses à raconter le soir venu à la maison. Voilà, ils sont revenus à la maison avec plein de souvenirs et sûrement plein de confettis dans les cheveux et dans les capuches. Aujourd'hui, presque tous les restaurants de la Principauté proposent de la vente à emporter. Une solution alternative qui leur permet de fournir un service supplémentaire. Mais comment les restaurateurs s'organisent-ils? Reportage de Dorine Jarnias et Jean-Alexandre Dordet. Il y a 2 commandes. Oui. 2 calamars, 2 PJ. À la suite de la pandémie, le restaurant Acantina a dû s'adapter et depuis propose de la vente à emporter. Le plus gros des commandes, en général, on le reçoit très tôt à 11h30. Ça se passe en général sur l'iPad. Je reçois ma commande, je l'envoie en cuisine et puis la cuisine s'occupe de préparer les plats. Et moi, je m'occupe de préparer les sacs avec les couverts, les petits biscuits pour le café. Tout est à la carte, c'est le même tarif sur place à emporter. On n'a rien changé, on n'a rien modifié. Les vins, les boissons, tout est exactement au même tarif sur place à emporter ou à la livraison, midi et soir. Et dans la cuisine, tout est bien organisé. Pour la livraison, le chef dresse dans un plat en carton, de la même manière que pour une assiette destinée au restaurant. Alors aujourd'hui, le plat du jour, c'est un tartare de saumon à la mangue et à l'avocat, avec une petite salade de légumes croquants, donc des carottes, des oignons, avec une petite vinaigrette au citron vert. Alors là, c'est froid aujourd'hui, donc on va les garder au frigo le temps que le livreur il arrive. D'ailleurs, on va les mettre dans la vitrine, comme ça, dès que le livreur il arrive, ça part dans les sacs. Avec la livraison, la volonté est que le client mange son plat au bureau ou à la maison, de la même manière qu'au restaurant. De l'autre côté de Monaco, au Beef Bar, l'objectif du chef est le même, il veut satisfaire sa clientèle avec une qualité égale à l'établissement. On s'est adapté, vu les années, on maîtrise ça totalement, parfaitement bien.
parce que j'ai jamais entendu un client me dire la viande à la maison elle est moins bonne que la viande au restaurant. Il n'y a aucune différence, hein, heureusement, sinon les clients ne seraient pas contents, je pense. S'ils veulent manger Beef Bar, ils mangeront la même chose, la même viande qui est préparée pour les clients à table ici, au restaurant ou chez eux, elle est exactement pareille. Juste la différence, elle ne sera pas servie dans les plats, elle est servie dans un packaging spécialisé pour ça. Toutefois, s'ils essayent de satisfaire un maximum les clients, le chef refuse de faire de la viande crue en livraison afin de garantir une bonne conservation des aliments. Et si les restaurants se mettent à livrer à domicile, eh bien depuis quelques temps, les chefs étoilés se mettent à faire des repas qui sont consommés dans les étoiles, si je puis dire, ou plus précisément dans l'espace. Eh bien, nous recevons maintenant un spationaute. C'est le deuxième Français à être allé dans l'espace dans les années 80. Nous parlions de l'UNESCO précédemment. Eh bien, il est également ambassadeur de bonne volonté auprès de l'UNESCO. Patrick Baudry, bonsoir. Bonsoir. C'est pour une autre thématique que l'on vous reçoit ce soir. Vous êtes en principauté, non loin du centre aéré. Vous êtes au centre aéré là, de Monaco, This is Power. Racontez-moi ce qui vous a mis sur la route de cette association qui œuvre notamment pour aider les enfants avec des handicaps mentaux parfois lourds. C'est une association qui fait un travail assez admirable. Il y a sa maison à Notes, il y a le centre aéré ici. Beaucoup de gens qui se dévouent, les enfants qui sont avec nous et beaucoup d'autres. Il est important, vous savez, ce qu'on appelle des enfants différents, ils sont bien sûr différents, mais ils se sentent différents quand nous, on les remarque différents. Et donc, tout le but de la vie et de l'encadrement, de l'entourage, de l'affection des gens qui sont avec eux, c'est justement de leur faire sentir qu'ils ne sont pas différents, qu'ils sont avec nous. L'espace, le fait d'être allé dans l'espace vous a fait voir la vie différemment parce que vous vous impliquez beaucoup pour la jeunesse, par exemple. Vous savez, quand on a cette chance, ce privilège d'aller dans l'espace, c'est qu'on a eu la chance inouïe d'être en bonne santé, d'être, disons, conforme au règlement et donc d'être sélectionné et un jour d'aller là-haut et de voir sa planète de l'extérieur. Et c'est quelque chose de fabuleux pour un être humain. J'ai eu ce privilège, j'ai eu cette chance et c'est encore un grand bonheur aujourd'hui. Mais comment sentez-vous quand on vous parle de l'espace, vous qui y êtes allé? Vous avez de la nostalgie, un goût de spleen? Eh bien, personnellement, j'y retournerai bien chaque jour. Et aujourd'hui, les Français qui y vont, il y en a rarement, mais il y en a, notamment Thomas, qui est quelqu'un de superbe. Mais enfin, il faut bien comprendre qu'ils y vont, on paye le voyage pour eux. Alors qu'avec Jean-Loup Chrétien, au tout début de la participation des Français aux vols habitaux, on ne payait pas le voyage. La France ne payait pas le voyage. C'était un échange de scientifiques entre les Américains et nous, les Russes et nous, etc. Donc on a changé d'époque. Que pensez-vous justement du regain d'intérêt pour la conquête spatiale avec des milliardaires qui investissent pour des vols commerciaux dans l'espace? C'est une bonne chose? Ah mais je trouve ça génial, bien sûr c'est une bonne chose. Parce que l'espace pour un être humain, comme je vous l'ai dit, c'est un lieu privilégié. C'est un regard qu'on peut porter sur son existence, sur notre humanité, sur notre planète, qui est vraiment différent. Et donc c'est une chance de pouvoir aller là-haut. Et je comprends et j'encourage tous ceux qui ont les moyens d'y aller, en payant leur voyage, d'y aller. Dernière question, quand vous regardez l'espace, la Voie lactée, les soirs d'été par exemple, ou à des endroits où il n'y a pas de pollution lumineuse, qu'est-ce que vous vous dites? Vous savez, on n'a pas besoin d'avoir été dans l'espace pour contempler la Voie lactée et pour être complètement émerveillé. Moi, je me souviens de promenades ou de raids dans le sud algérien. Ce sont des endroits, c'est sans doute les endroits les plus magiques que l'on puisse trouver sur Terre. C'est dans les déserts, notamment les déserts africains. Là, vous avez une voûte céleste qui dépasse l'imagination. Vous pouvez rester comme ça pendant des minutes, des quarts d'heure, des heures, à contempler les étoiles et le ciel. Et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Ben, ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est un peu ce qu'on se dit quand on est dans l'espace. Vous avez raison de poser la question. C'est simplement qu'on est rien. On prend une conscience très forte, très aiguë, qu'on n'est rien. Et quand je dis rien, c'est vrai. Parce que vous voyez votre planète et vous ne distinguez aucun être humain à sa surface. Et vous voyez cette planète, notre Terre, qui est perdue au milieu d'un noir d'une profondeur absolue, sur lequel se trouve notre Terre, et donc vous réalisez qu'elle est elle-même rien,
Et si vous existez, c'est grâce à elle, et donc vous êtes moins que rien. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. On n'est rien, vous l'avez dit, mais je le rappelle, vous êtes le parrain de l'association Monaco Dizzy's Power. J'ai cet honneur et ce privilège, c'est vrai. Patrick Baudry, merci. Merci à vous. Si l'espace fait évidemment rêver, un autre domaine fait rêver par sa délicatesse, son élégance, la danse. Eh bien, l'Académie Princesse Grace forme de jeunes danseurs à une carrière professionnelle. Au début du mois, 3 élèves ont été récompensés lors du prestigieux prix de Lausanne. L'un d'entre eux a même ramené pour la 4e fois la fameuse médaille d'or, le premier prix. Alexandra Pani, Sylvain Péroumal et Clélia Renaud ont poussé les portes de l'école de danse rattachée à la compagnie des ballets de Monte-Carlo. C'est votre Focus Info du jour. Il est 9 h. Dans les étages de la Villa Casamia, les jeunes danseurs ont déjà chaussé leurs pointes pour la traditionnelle classe du matin. Classique contemporain, mais aussi du pilates, des cours de musique, d'histoire de la danse ou encore des ateliers sur la nutrition. Ils sont 40 cette année à bénéficier de cette formation très complète. Leur ambition, devenir danseurs professionnels. L'Académie Princesse Grace a été fondée en 1975 selon le souhait du couple princier. Située avenue de la Costa, dans le très prisé quartier de Monte-Carlo, elle est dirigée depuis 2009 par Luca Massala. Une direction qu'il prend avec passion pour cet établissement qui est bien plus qu'une école. Une école de vie. On enseigne aux élèves l'éducation de ce métier, d'être danseur, mais aussi de comment se porter tous les jours. Mais je pense que la chose la plus importante, c'est la maison où des adolescents viennent passer 4 à 5 ans, se connaître mieux, à familiariser avec d'autres personnes d'autres pays et connaître un peu plus le vocabulaire de la danse, l'amour pour cette profession et l'éducation de vie qui aujourd'hui est un peu plus difficile à trouver. Un véritable deuxième foyer pour ces jeunes adolescents qui, en plus de développer leur future carrière, doivent apprendre à se connaître et devenir de jeunes adultes. Une période importante et pas toujours évidente. Tout a été pensé pour leur apporter confort et sécurité au sein de cet internat. On exerce ensemble, on progresse ensemble, on apprend chacun sur soi. On a l'aide de notre directeur, de tous nos professeurs et aussi des maîtresses d'internat. On apprend de tout le monde. Mes 2 premières années, c'était assez difficile. Mais après, c'est pas qu'on prend l'habitude, mais on sait qu'on est ici pour notre bien et pour notre carrière. Donc, on est très sécurisé ici, donc il n'y a pas de souci. Garçons et filles vivent ensemble, mais les règles sont strictes ici pour garder une ambiance conviviale et studieuse. Des journées prenantes et diversifiées pour faire de ces jeunes danseurs de futurs professionnels de la danse. On a la routine d'un danseur avant de devenir professionnel. On a des classes tous les jours, tous les matins. Ensuite, l'après-midi plutôt, c'est plus spécifique. On a par exemple des cours de pas de deux, de répertoire, de variation. On a des profs invités aussi qui viennent et il y a aussi un temps pour les études, bien sûr, scolaires. Oui, pas question de laisser de côté le cursus scolaire. Un système éducatif a été mis en place pour permettre à chaque élève de maintenir une inscription dans un établissement de son pays. À l'image de Clara, qui a brillamment obtenu son baccalauréat l'an passé avec une mention très bien. L'Académie vise à former l'élite de la danse de demain, un souhait qui se traduit aujourd'hui par la renommée qu'a acquis l'école de danse monégasque au sein des plus prestigieuses au monde. Dans l'enseignement de professeurs, ils savent que voilà, ce qu'on va leur donner, ça va être quelque chose qu'ils vont devoir utiliser dans leur carrière professionnelle. Et quand on arrive à la dernière année, à la 4e année, il y a aussi dedans une recherche de ma part avec des directeurs du monde entier. Alors, les premières années, c'est moi qui écrivais et qui téléphonais tout le temps. Aujourd'hui, je suis fier de dire aussi que c'est beaucoup les directeurs qui nous appellent, qui nous écrivent en disant « Ah, je voudrais avoir une fille, je voudrais avoir un garçon ». Ils parlent souvent d'une taille, 1m80, une fille 1m75, 65. Mais la qualité, ils savent qu'elle est toujours là. Depuis quelques années, l'Académie Princesse Grace compte 100% de réussite pour les étudiants de dernière année, c'est-à-dire qu'ils ont tous réussi à obtenir un contrat dans une compagnie professionnelle de renom à la sortie de l'école. Aujourd'hui, c'est au tour d'Andrea de signer son tout premier contrat. Il y a 5 ans, elle arrivait de Roumanie pour réaliser son rêve de petite fille. La signature de ce contrat te montre que tu as réussi. En signant ce contrat,
tous les sacrifices que tu as fait, tous les sacrifices que tes parents ont fait, tous les doutes que tu peux avoir, tous les larmes que tu as pu descendre dans ton visage, ont valu la peine. Hein, parce que pas beaucoup de gens y arrivent. C'est un moment très spécial pour moi. C'est un peu incroyable que j'ai finalement réussi et que j'ai eu un contrat dans une belle compagnie. Andrea prendra la direction de la Suède à la rentrée prochaine. Stuttgart Ballet, Mariinsky, English National Ballet, American Ballet Theatre ou encore les ballets de Monte-Carlo bien sûr, de futures étoiles made in Monaco. Un point météo à présent, Vanessa. Le soleil sera-t-il encore au rendez-vous ce jeudi? Eh bien non, Fabien, le temps se couvrira légèrement durant l'après-midi, mais le soleil pourrait tout de même faire quelques apparitions. Les températures oscilleront de 8 à 13 degrés. Le soleil se lèvera à 7h14 et se couchera à 18h12 et nous fêterons les modestes. Bonne fête à eux, encore faut-il les trouver. Ce journal est terminé, merci de votre fidélité. On se quitte avec les photos du jour prises par Stéphane Dana, avec le carnaval dans les écoles, entre déguisements de princes, de princesses ou de super-héros. Vous retrouverez à ma place demain, 19h, Émilie Rousseau. À très bientôt, au revoir.